Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Salut Mathieu, tu vas bien? Salut Raph, comment ça va? Ça va très bien. Long Super time no content. see, comme on dit. Ouais, c'est ça. Enfin, long time absent des radars. Et oui, long Euh, time no voilà, recording, parce que nous, on s'est vu hier. voilà, c'est ça. Et on s'est vu encore il y a 2 semaines, on a passé pas mal de temps ensemble. Mais Exact. c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'était pas là. J'ai été encouragé. J'ai reçu pas mal de messages quand je croisais des gens et tout qui me disaient alors Memento Mori, est-ce que vous allez reprendre ou pas et tout ça. Et oui, oui, longue vie à Memento Mori, nous ne sommes pas morts. Et oui, vous croyez qu'on était parti, mais on n'était jamais parti. Voilà, on était cachés on rampait dans le maquis en nous préparant pour une nouvelle saison. On avait plein de choses qu'on va vous partager, hein. En fait, c'est l'idée là de cet épisode, c'est de vous partager quelques nouvelles, de vous dire un petit peu où on va. Donc, on est vraiment content de revenir. Avant tout, on vous encourage à vous inscrire à nos podcasts, que ce soit sur la chaîne YouTube ou sur votre plateforme de podcast préférée pour rien rater de notre activité. Merci aussi de nous aider à partager, à liker et tout ça, ça aide le rayonnement de TPSG. Si vous voulez soutenir aussi notre ministère, vous savez que tout ce qu'on fait sur TPSG, nous, on le fait bénévolement, mais ça a un coût pour nous. Donc, si vous voulez partager, enfin, nous soutenir aussi également financièrement, c'est bienvenu, ça nous encourage. Et puis, vous le savez, on a notre chaîne Telegram où on partage plus d'infos, des choses qui nous intéressent. Un peu, c'est là où se retrouve la communauté Memento Mori. Donc, vous êtes les bienvenus. Vous avez le lien en description de l'article, sur la page de l'article sur le site TPSG. C'est le Telegram MM de Memento Mori. Matt, comment tu vas-tu, comme diraient nos amis québécois? Je vais bien. Tu vas bien? Cool. Merci pour cet épisode, Raph. Voilà, voilà. Rendez-vous la semaine prochaine. Super. Non, écoute, Euh, ça va mieux qu'il y a quelques mois. C'est vrai que l'année dernière, pour tous les deux, a été ouais. une année compliquée. Moi, j'étais un peu sous l'eau là pendant quelques mois. Donc, on a un petit peu enchaîné, toi et moi. Mm. Et c'est vrai que c'est des raisons de santé. Je pense que, en fait, cette année, on va faire ce qu'on aurait voulu faire l'an dernier. Parce que l'an dernier, on s'était retrouvé en octobre et on avait décidé un petit peu une certaine ligne éditoriale avec les sujets qu'on voulait traiter. Ouais. Et puis finalement, après, moi, j'étais malade pendant des mois, j'étais en arrêt. Donc ça n'a pas Ouais. été possible. J'ai été en arrêt à mon tour C'est ça, un petit peu en même temps aussi. ou juste Ouais, un petit on peu s'est après, chevauché. toi? On Ouais, s'est ouais. vraiment passé le relais, telle une équipe de 400 mètres. Ouais, c'était une année bien pourrie, on peut le dire, l'année Ouais. dernière, euh, avec d'autres affaires qui nous ont aussi mis un coup au moral. Mais on est content de revenir et Dieu voulant, cette année, ce sera l'année où on peut lancer ça. Ouais. Toi, il y a aussi du changement de ton côté, Raph. Ouais. C'est ça, tout à fait. Et c'est vrai que pour nos auditeurs, avant tout, on est. Alors, je vais développer un peu, mais de base, on est dans un ministère pastoral et l'Église, c'est vraiment l'Église locale, c'est vraiment le lieu de où notre ministère s'exerce et elle prend toujours la priorité sur le reste et c'est tout à fait normal. Et du coup, quand il y a des périodes complexes dans l'Église, bah, des fois c'est difficile de pouvoir C'est euh, ça. tenir le front aussi sur Memento Mori, bien que c'est pour nous à chaque fois une bouffée d'oxygène. C'est vraiment
c'est un peu un bac à sable, Memento Mori, pour nous. Quand on se retrouve, on fait nos petits pâtés, on s'amuse naïvement entre copains et c'est vraiment chouette. Mais ouais, voilà, c'est priorité à l'église locale. Et pour moi, ça a été une année, effectivement, aussi au niveau de l'église toute particulière parce que je suis arrivé à la fin de ma mission à l'ECE, à Grenoble. Donc après quasiment 10 ans Donc l'église dans de laquelle tu ministère étais là-bas. pasteur? Voilà, jusqu'à présent. Donc j'ai quitté mon poste cet été au mois d'août. Donc c'était une transition après une dizaine d'années dans le ministère. C'est jamais facile à vivre, à gérer ça. Par la grâce de Dieu, j'ai passé 10 années qui sont vraiment bien passées avec l'Église. C'est un départ qui est de mon fait, hein. Il n'y a pas eu de quelconque problème ni avec l'Église, ni avec mes collègues anciens. C'était juste une fin de cycle, tout simplement. Mais toute fin de cycle, elle est déroutante parce qu'on se dit, bah, c'est quoi la suite, vers quoi on va, etc. Donc ça a posé pas mal de questions et ça prend une bande passante importante dans l'esprit, n'est-ce pas? Et du coup, voilà. Et là, c'est une année pour moi de transition dans le ministère. Pour la faire courte, je poursuis mes études. Je suis aussi, Tu voilà, termines. je termine et poursuis. En fait, je termine un master et en même temps, j'en commence un autre. Donc voilà, en fait, du coup, je termine, oui, tout simplement. Ouais. Je termine, mais enfin, je finissais un cycle et j'en ai entamé un autre. Et puis, je vais m'investir beaucoup plus avec TPSG dans l'année qui vient, là, où on veut vraiment. euh, on a plein de projets à l'échelle de TPSG qui nous tarde de vous communiquer. On travaille beaucoup dessus et ça nécessitait un investissement plus conséquent. Donc, pendant cette année-là, en gros, je vais être à fond dans le ministère avec TPSG, poursuivre les études. Et puis, je suis aussi chargé de cours à droite, à gauche, dans des instituts de théologie et voilà, plus voilà, diverses choses liées au ministère Mais là, par-ci, ce que par-là. ça change concrètement aussi, Raph, c'est que Ouais, tu étais soutenu par l'église. Maintenant, tu cherches du soutien. oui. Je suis sûr qu'il y a des auditeurs là qui vont avoir à cœur de te soutenir dans ce nouveau ministère, dans cette nouvelle étape. S'il y en a qui sont intéressés de se soutenir, est-ce que comment on fait pour avoir des infos? Euh, ouais, on peut leur envoyer ma lettre. Ils peuvent s'inscrire à ma lettre de nouvelles. Comme ça, il y a la lettre de nouvelles qui présente un petit peu tout. Et puis ils peuvent voir pour le soutien s'ils le veulent. On mettra en lien dans l'article et peut-être dans le Telegram Ouais, le lien pour l'inscription vers la newsletter. D'ailleurs, il faut que je l'envoie. Elle est prête. J'ai oublié de l'envoyer. Je l'enverrai tout à l'heure. ben voilà, petit Ouais, rappel. voilà. Ouais, donc gros changement, Ouais, gros changement cette année pour toi. ouais, très lié à vous, très lié aussi à TPSG, à Memento Mori, à tout ça, où on a vraiment à cœur, Ouais. on croit à la nécessité de ce genre de ministère-là pour aider les chrétiens là où ils sont, aider les églises. Donc, ouais, je suis très content, très impatient. C'est une Euh, nouvelle étape de vie déstabilisante, mais vraiment cool. Vraiment cool. et puis, Dieu voulant, il devrait se passer aussi des trucs chouettes au niveau de TPSG à plusieurs niveaux. Mm, Au niveau du site, euh, quelques changements majeurs, mais pour l'instant, on vous en dit pas plus, mais vous pouvez prier mm, pour ça. ouais, Et puis, quelques changements aussi, le développement d'un nouveau projet, on vous en dira plus aussi on aura plus de choses à vous partager. ouais. Mais cette année, on devrait quand même lancer des projets majeurs qui Mm, auront un impact, je dirais, dans la francophonie. mm, Donc restez bien connectés, ouais. on va vous parler de tout ça en temps et en heure. Ouais, et en fait, les réflexions qu'on avait, nous, depuis un an, même plus, Ouais, mais en lien avec Memento Mori et TPSG, finalement, elles étaient là, mais elles étaient encore en germe, elles étaient encore sous terre. Nous, on pensait que ça allait pousser. Et en fait, Dieu a vraiment mis en œuvre les choses où, en fait, je pense, on n'avait pas les moyens de nos ambitions humain aussi. Et le fait que moi, je quitte mon ministère pastoral à l'ECE et qui est cette année-là où je peux me concentrer à fond
sur TPSG et tout ça, ça va permettre en fait de participer à ça. Et bref, on se réjouit hein, de ce qu'on va vivre. C'est vraiment cool. Ouais. C'est vraiment cool. De manière Euh, providentielle, il y a eu ouais, beaucoup de changements au même moment. ouais, ouais. Dieu aligne les choses. Ça, c'est chouette de voir ça. Ça nous encourage. Voilà, en tout cas, on est content de vous retrouver pour passer ce temps ensemble. Ce qu'on va faire dans cet épisode, on voudrait, pour celles et ceux qui nous découvrent et celles et ceux qui nous suivent depuis un moment, c'est vous présenter un petit peu finalement d'où on vient, où on va. Et D'où quelle on est vient. ouais, voilà. Et en fait, ouais, je pense que TPSJ arrive à une forme de maturité, on pourrait dire, une nouvelle Je étape. pense que c'est l'âge de la maturité. C'est l'âge de la raison, C'est l'âge de l'âge, ouais. la maturité. Non pas qu'on s'est cherché avant, mais on a vu comment nous-mêmes nous avons évolué. Peut-être on peut très rapidement revenir sur l'origine de Memento Mori. Matt, raconte-nous l'histoire, comment c'est né Memento Mori. Je crois que c'est né un peu d'une conversation comme ça, Ouais, comme euh, souvent, hein. comme souvent, ouais, où tu me partageais ton souhait de faire un podcast il y a quelques années. Et puis moi, en fait, j'avais aussi cette idée. Je m'étais dit, tiens, ce serait vraiment chouette de commencer un truc. Euh, on avait l'idée de faire quelque chose sur la culture, sur le rapport à la culture, tous les Ouais, deux. Et puis, on s'est dit, tiens, bah, vas-y, viens, on le fait ensemble. En fait, c'est un peu juste une idée. Et puis après, un truc en mode, vas-y, chiche. c'est ça, Euh, et après, on a un petit peu affiné la vision avec, d'un côté, la dimension d'apologétique culturelle. Donc, d'avoir un regard sur la culture et d'installer une espèce de dialectique entre la foi et la culture, d'équiper les chrétiens pour lire la culture et d'équiper aussi les chrétiens pour avoir une vision du monde biblique, c'est ça, mais plus particulièrement en lien avec la culture, et puis une notion d'eschatologie euh, avec une grille de lecture eschatologique, avec cette idée en fait que la culture, par essence, est eschatologique dans le sens où eschatologique, en systématique, on va considérer que ce sont les choses dernières. Mm, Et donc souvent, on va parler des temps de la fin. Mais en théologie biblique, l'eschatologie, en fait, elle concerne les desseins de Dieu, la finalité du monde. c'est ça, Et donc l'eschatologie commence dès le jardin. Et la culture est eschatologique dans le sens où euh, elle dessine le monde qui adviendra. Et la culture, en fait, est un produit de la providence. Mm, Dieu fait advenir ses desseins par la culture de l'homme. Et donc, toute culture est eschatologique parce elle dessine un monde tel on voudrait le voir advenir. Et donc, à chaque fois qu'on produit un acte culturel, que ce soit juste un acte de langage par notre discours, ou même parce qu'on fabrique, parce qu'on répare, euh, à chaque fois qu'on fait quelque chose dans le monde, on est en train de le façonner et de dire, voilà, maintenant que j'ai fait ça, le monde ressemble un petit peu plus à ce qu'il devrait être. Et donc, on est en train de façonner une eschatologie du monde, dans le sens où on est en train de le mener à maturation, de le mener jusqu'à sa finalité. Et donc, nous, on a pris les deux ensemble et on s'est dit, à la fois comment on peut lire l'eschatologie de la culture, c'est-à-dire la manière dont notre culture ambiante veut façonner le monde avec sa téléologie, avec ses buts, avec ses intentions, avec ses aspirations, avec ses idoles. Et en même temps, nous, à la lumière de l'eschatologie biblique, à la lumière de ce que nous dit la Bible, du sens de l'histoire, bien sûr de la fin de l'histoire,
mais aussi du sens de l'histoire, et c'est à la lumière de la fin qu'on comprend le sens, Mm, et vice-versa. Comment on peut lire notre culture d'aujourd'hui? Et donc, c'est un clash de deux eschatologies, en fait. C'est mm, le clash de l'eschatologie séculariste et du monde qui advient par, par l'homme aujourd'hui, avec cette vision du monde restauré par Dieu, et dire, bah, nous, on est au milieu de ça. Et mm. qu'est-ce qu'on fait? Ouais, c'est C'est un ça. petit peu ça, l'idée du podcast, quoi. C'est ça. Et comment équiper où voilà, il y a thèse, antithèse qui s'affrontent dans le monde dans lequel on est et comment on équipe, comment on apprend à discerner les choses, à lire le monde et les récits, les narratifs de notre société et leur eschatologie à la lumière de l'eschatologie biblique, de la volonté de Dieu, du royaume de Dieu qui advient et comment finalement, on réfléchit à notre vie de disciple et notre vie d'église dans le contexte dans lequel on est. Et c'est parfois un petit peu un manque qu'on a, c'est que on oublie de penser l'Église dans son contexte, on oublie juste de penser notre témoignage dans le contexte dans lequel on est, et finalement, en challengeant la culture, on se rappelle de ça et on essaye de s'outiller euh, pour mieux vivre, répondre répondre à ce que le monde nous propose en termes de vision du monde, développer une manière de vivre aussi qui soit sage, qui nous aide à éviter les pièges de l'ennemi et en même temps à cultiver de beaux fruits et finalement à être lumière, que l'Église soit lumière au milieu des ténèbres. Et toute cette réflexion, ces années passées, a agrémentée de nombreuses, comment dire, de hors-sujet, de hors-propos, où on s'égare dans nos discussions et dans nos échanges, parce qu'on aime faire comme ça de la théologie, en fait, où on rebondit l'un sur l'autre et c'est, euh, c'est, c'est une aventure entre potes, quoi. Où on réfléchit ensemble. Du coup, on ne sait C'est une pas toujours où aventure ça nous humaine mène. avant tout. C'est ça, c'est un destin commun, partagé, où on regarde On, on, ensemble vers l'horizon. Tu vois. on partage un petit bout de chemin, toi et On moi. partage un petit bout de chemin, un pas après l'autre. Ouais. Voilà, et du Parfois coup, escarpé, voilà, parfois pentu. parfois sinué, sinueux. Voilà. Voilà. Et de temps en temps, on décide de s'arrêter pour ramasser une des pâquerettes que la vie nous offre. Parce qu'il faut savoir s'émerveiller des petites choses. Et quand le chemin est trop dur, on lève les yeux vers l'horizon. Voilà. Euh, et du coup, maintenant qu'on voit l'horizon, ça ferait durer longtemps. Maintenant qu'on voit l'horizon, l'idée pour nous, en fait, on s'est retrouvés l'année dernière pendant une semaine à Paris. C'était génial. Et en fait, pendant une semaine, on a brassé et est né euh, notre missio mori. Quelle est Hmm. la mission de Memento Mori, notre missio Mori, et c'est ce qu'on voudrait vous partager cette année. Pendant un an, ça a été, on l'a À mâchouillé, on l'a maturer. ruminé, on l'a C'est un peu comme une maturé. bonne choucroute, tu vois. C'est ça, on l'a fait fermenter Exactement. ensemble. On s'est retrouvés à Grenoble, là, il y a 2 semaines, c'était Ouais, un an où, après. ouais, voilà, un an après, où on a affiné le truc, où on a réfléchi. Et donc, roulement de tambour, mesdames et messieurs, nous voulons maintenant vous parler de là où on va ensemble, là où va Memento Mori, c'est vers le maquis eschatologique. Mais pour vous expliquer ce qu'est le maquis eschatologique, alors quand j'ai dit ça à ma femme, elle a explosé de rire parce qu'elle m'a dit t'es vraiment taré. Et je pense qu'elle commence à se faire du souci pour ma santé mentale et la tienne aussi, accessoirement. Euh, C'est mais gentil. bref, on veut développer notre propre concept et on s'est donné on a un ordre de mission qu'on voudrait vous partager voilà, quelle est notre mission, notre mission statement, comme on dit, notre mot d'ordre, notre direction, notre raison d'exister. Et Matt, je te laisse l'honneur de le partager à nos amis. Trop sympa. Euh, donc, je vais vous lire ces quelques lignes qui résument notre mission.
Et à chaque fois qu'on va parler du maquis eschatologique, le maquis, alors comme les maquisards, hein, pas comme les sushis, bien sûr. Oui, Euh, non, mais c'est important, hein. oui, c'est vrai. À chaque fois qu'on va parler du maquis eschatologique, on va parler de ça. Alors, voici notre mission Mori. Dans un monde en guerre contre Dieu, caractérisé par l'idolâtrie, la corruption et le mensonge, nous appelons les chrétiens à discerner les temps, à s'engager dans la résistance culturelle en témoignant courageusement de la vérité et en étant prêts à souffrir pour leur obéissance à Christ. Waouh, génial, Voilà, génial. Donc, grosse ambition pour nous. C'est ce à quoi on sert en fait, c'est ce qu'on veut vivre ensemble. C'est quelque chose, je pense que ceux qui nous suivent depuis longtemps ne sont pas surpris de voir ça. On a développé une série sur un Pierre. Et finalement, on pourrait presque dire que c'est le résumé de ce que fait Pierre dans sa lettre, hein. Franchement, ça peut être un résumé de un Pierre, cette lettre. c'est Enfin, ça, ouais, ce mission statement, notre mission Mori. Et donc, vous l'avez compris, le but de Memento Mori, c'est de vous aider, c'est notre raison d'exister, c'est de vous aider à résister à l'idolâtrie, la corruption et aux mensonges de notre contexte, hein, dans notre culture, en cultivant des valeurs qui nous semblent cathédrales, que sont le courage, l'humilité, l'amour, l'intégrité. Et c'est pour ça que nous avons notre podcast, c'est le but de nos épisodes, c'est le but de tout ce qu'on va développer. Et donc, on voudrait vous parler maintenant de ce qu'on va faire, Dieu voulant, cette année. Euh, je commence en disant que, premièrement, dans les jours qui viennent, restez bien connectés. On va y revenir après là-dessus, là, tout à l'heure dans l'épisode, en le développant un tout petit peu. Nous allons vous partager notre manifeste. Nous avons écrit un manifeste. Alors, c'est la version bêta pour le moment, mais qui sera bientôt disponible. On a écrit un manifeste vraiment de ce qu'on veut développer. C'est le maquis eschatologique. C'est quoi ce manifeste, hein, qui appelle les chrétiens à prendre le maquis eschatologique, hein, donc à rentrer en résistance. On vous expliquera le truc dans le détail dans les semaines à venir. Et ensuite, Mathieu, on va étudier un premier livre ensemble. oui, c'est un livre qui est sorti il y a quelques mois, qui n'est disponible pour l'instant qu'en anglais et qui vraiment, qui va devenir, je pense, un ouvrage majeur dans la Dans le sujet réflexion qui développe. sur Ouais. voilà, la masculinité. Euh, on est habitué d'entendre une expression qui revient, qui est la masculinité toxique, où presque les deux termes deviennent synonymes, ou en tout cas, on pense pas la masculinité sans l'associer à la toxicité, comme si de manière essentielle, la masculinité était toxique et En par elle-même, ouais. conséquent, les hommes seraient toxiques. Et donc, l'auteur qui est Nancy Percy a écrit un livre qui s'appelle Toxic War on Masculinity, la guerre toxique euh, de la masculinité ou contre la Sur la masculinité. masque. Ouais, ouais, c'est ça. Euh, et donc, c'est une étude biblique et historique sur la notion de masculinité. Il nous a semblé important de le développer pour plusieurs raisons. D'abord, c'est un sujet qu'on a déjà abordé ou effleuré, et il nous semblait que voilà, là, c'était le moment un petit peu de nous plonger dans cette question-là. Et il nous semble aussi que c'est à la croisée de beaucoup de chemins et le fondement aussi de notre engagement dans la société, une vision juste de la masculinité euh, donnera des structures saines dans la famille, dans l'Église et dans Hmm. la société, et donnera aussi des chrétiens sains. Euh, et donc, on ne peut pas faire l'impasse de réfléchir dans une société où les discours sont clivants et où on oppose une espèce de masculinité un peu émasculée d'un côté, ou alors justement une masculinité qui est à proprement parler toxique. Euh, les deux, en fait, sont les résultats de la chute.
Et donc, nous, on veut réfléchir à ce qu'est une masculinité biblique. Et ce livre va nous aider à cela. Il a aussi Mm. pour grand intérêt de réfléchir dans l'histoire et de réfléchir au développement de la manière de voir et de vivre la masculinité. Donc, ça, c'est aussi important. Et c'est aussi une approche que favorise un autre livre qu'on va lire ensemble cette année, Mm. qui est pour l'instant aussi uniquement disponible en anglais. Et puis, l'idée de faire aussi ces podcasts, c'est de vous donner la possibilité d'être en contact avec la pensée d'auteurs contemporains. Les livres desquels on parle ont au plus 3 ans, je crois, et qui ont déjà grandement influencé la pensée outre-Atlantique. Et le prochain livre, donc, c'est un livre de Carl Truman, Raph. Ouais, c'est The Rise and the Triumph of the Modern Self. Alors, j'en ai parlé, j'y ai fait plusieurs fois, je pense, allusion en disant il fallait qu'on le fasse. Voilà, et là, du coup, ben, on va le faire. Là, en fait, ce qui est excellent avec ce livre, donc l'idée, hein, ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque fois, Mathieu et moi, on aura lu une partie, et on va découper en chapitres et on exposera. L'idée, c'est de vous exposer un petit peu ce que dit l'auteur et comment nous on réagit, comment on réfléchit à partir de la pensée de l'auteur dans notre contexte, qu'on a pu observer, sur les quoi on est d'accord, s'il y a des points de désaccord aussi avec l'auteur. Euh, euh, le livre de Carl Truman, pour moi, je l'avais dit dans un article sur TPSG, ça fait partie vraiment des livres qui sont des game changers, comme on dit. Ce livre, il a été plébiscité vraiment par le monde académique sur la question du développement, en fait, comment on en arrive aujourd'hui à avoir un moi moderne, c'est-à-dire où l'homme se comprend dans la modernité uniquement à travers le prisme de sa propre psychologie. C'est le moi authentique, c'est l'éthique moderne, c'est être authentique avec soi-même. Et donc, c'est une façon de se percevoir qui est unique dans l'histoire. C'est totalement nouveau et ça vient pas de nulle part. Cette question du moi authentique, du modern self, elle est le fruit d'une longue construction conceptuelle, d'une évolution où des penseurs se sont nourris d'autres penseurs et où finalement ça accompagne toute la question de la sécularisation dont on avait déjà parlé, mais là vraiment appliquée à la question du moi, à la question de l'identité, et qui fait qu'aujourd'hui, finalement, ça forme une herméneutique, ce moi moderne, à travers laquelle on va analyser tout ce qui se passe autour de nous, se comprendre notre identité. Et par exemple, toutes les questions de tout ce qui est autour du wokisme, tout ce qui est autour de la question de la théorie du genre, etc., en fait, est le fruit de cette construction historique. Et remonter à mai 68, à une révolution sexuelle, ne nous permet pas de comprendre cela. Et du coup, c'est ce que fait ce livre-là. Et Carl Truman est un penseur franchement assez exceptionnel. Une Ouais. capacité de synthèse et de sélectionner les matériaux et de comprendre en fait comment les dominos en fait dans l'histoire se sont entraînés. Le livre est aussi plébiscité par la sphère académique non chrétienne pour la rigueur de la pensée et voilà et on pense que voilà que ce soit le livre sur la masculinité ou celui-ci, eh bien ce sont des livres qui peuvent nous aider justement à discerner les temps, à comprendre quelles sont les idoles de notre époque, comprendre d'où vient la corruption, d'où vient le manque d'intégrité, le manque de courage, etc. Et quels sont les mensonges en fait qui sont véhiculés, comment est-ce qu'ils ont été construits. Si on ne comprend pas le mensonge qui nous est présenté, si on n'en voit pas les mécaniques, comment les ficelles qu'il y a derrière, comment elles sont tirées, des fois en fait on se bat. Je parle d'un point de vue du combat intellectuel sur le territoire de l'ennemi. En fait, on est prisonnier de sa dialectique et on n'arrive pas à s'en sortir. Et ces livres-là nous donnent des grilles de lecture de notre temps. Et je tiens pour compléter ce que tu disais sur le livre sur la masculinité, donc qui est finalement la même chose que fait Truman appliqué à la question de la masculinité plus particulièrement. Euh, pour moi, c'est quelque chose qui est essentiel, pas juste c'est essentiel pour les hommes, mais aussi pour les femmes. Mm. Euh, de la même manière que quand on traite de la féminité, c'est essentiel aussi pour les hommes. Et donc, je veux juste dire que voilà, les sœurs qui sont là, ne vous dites pas, ah, c'est un mec, c'est un truc de mecs qui font leur truc entre mecs pour les mecs. Non, on le fait pour l'Église.
et c'est fondamental que l'Église, que les chrétiens, les hommes et les femmes comprennent ce que c'est qu'un homme. Et il y a la même chose pour les femmes aussi importante. Et le livre de Truman nous permettra aussi finalement Élargir le spectre. d'élargir le spectre. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va alterner entre les deux livres. Ouais. Pour celles et ceux qui diraient, voilà, moi, le sujet plus particulièrement de la masculinité, c'est pas ça. En fait, on fera 2 épisodes sur l'un, 2 épisodes sur l'autre. On alternera comme ça et ça va nous conduire cette année. Et ensuite, il y a un autre livre aussi qui nous intéresse beaucoup, qu'on voudrait étudier, c'est Critical Biblical Theory de Watkins. De Watkin. Watkins, j'ai dit Watkins, ouais. Ouais, ça c'est un peu un ovni ce livre euh, parce qu'il est à la croisée en fait à la fois d'une théologie biblique, à la fois d'un livre d'apologétique, à la fois d'un livre sur la vision du monde. À la fois, il parle d'éthique. Et en fait, c'est un livre qui déploie la théologie biblique, donc le- la création, chute, rédemption, glorification, avec des thèmes comme ça qu'il examine à la fois dans l'écriture, mais aussi dans le monde. Et il fait le lien entre des doctrines ou des thèmes bibliques que l'on trouve dans la Bible et ce que l'on voit ou ce que l'on lit dans notre société contemporaine. Et donc, C'est une lecture biblique du monde. du monde. C'est ça. Voilà. C'est une lecture, c'est un livre de vision du monde, mais en même temps de théologie et d'apologétique. Enfin bref, il est assez fou, ce livre. Mm. Et on va, par la grâce de Dieu, on le lira ensemble. Et je crois que ce sera l'occasion d'avoir des discussions très intéressantes. Ouais, ouais, ouais. L'idée vraiment, c'est qu'avec ça, alors vous l'avez bien compris, ceux qui nous ont déjà suivis, hein, on ne fait pas de la lecture de livres. Le but, c'est pas de lire un livre, mais c'est d'échanger chacun sur ce qu'on a retenu, de ce qui nous semble clé comme concept, de vulgariser, d'acculturer si nécessaire à notre contexte, de réfléchir aux implications pour l'Église. Nous, ce qu'on veut, c'est vous donner des clés de lecture, de vous aider vraiment comme on le dit, à discerner les temps pour vous engager dans cette résistance, pour vous équiper, pour témoigner et comprendre les implications pour notre vie d'une manière générale liées à tout ça. Et souvent, en fait, on a du mal à faire le lien entre notre foi, en fait, ce que dit la Bible du monde et ce que notre société dit du monde sont tellement, on a l'impression, deux univers éloignés l'un de l'autre que, et malgré qu'on a du mal à les faire se toucher, ou en tout cas à lire le monde à travers les Écritures, d'autant plus qu'on vit dans cette société-là et qu'on a abreuvé constamment, grâce à tout ce qui circule autour de nous, grâce à enfin, notre manière de vivre, notre manière de consommer, la culture dans laquelle on a du mal à décrypter ça, à analyser. Et vraiment, nous, ce qu'on veut, c'est donner des outils qui vont nous aider dans une grille de lecture et nous équiper pour répondre sur le fond enfin, lié aux problématiques qu'on rencontre, quoi. Hmm, tout à fait. Voilà. Donc ça, ce sera une grosse partie de nos épisodes. Mm, Et puis, comme on l'a dit, on va développer le maquis eschatologique. On va développer le manifeste. Donc le maquis eschatologique, c'est le concept. mm, Et le manifeste, c'est un peu notre note d'intention. voilà. Euh, on- dans la Missio Mori, le centre, c'est nous appelons les Mm, chrétiens à. Et donc, il y a une situation, un monde qui est en guerre contre Dieu. Il y a une mission, s'engager dans la résistance culturelle. Et au centre, il y a cet appel. Donc, le mm, manifeste, c'est vraiment cet appel. mm, Et on l'a divisé en 5 chapitres. mm. Premier chapitre, peut-être, je fais peut-être les deux Vas-y. premiers et tu fais Mm, les 3 derniers. ouais.
Donc, les deux premiers chapitres. Alors, il faut dire aussi que le manifeste est écrit dans un style apocalyptique. On s'est fait plaisir. Alors, on vous laissera découvrir ce que ça veut dire. Mais voilà, s'il y avait deux grosses influences euh, pour nous, c'était vraiment la première épître de Pierre et le livre de l'Apocalypse, qui Mm. les deux sont écrits à des chrétiens persécutés. Euh, et donc, on a repris ce style un petit peu apocalyptique, très imagé, qui Ouais. grossit le trait, parfois avec un vocabulaire qui est très fort, avec des allégories ou des métaphores ou des analogies qui sont très marquées pour nous aider à comprendre, en fait. Mm. C'est comme si on augmentait le contraste sur une image pour que l'image, elle nous apparaisse beaucoup plus forte. Mm. Alors, c'est clair que J'ai- J'avais vu un truc d'un gars qui, pour montrer en fait jouer avec les spectres d'images, tu sais, sur les films. Et en fait, si tu joues tu sais, avec les outils en fait pour analyser l'image, en fait, il bougeait les curseurs. Alors, j'y connais rien, tu vois, de colorimétrie. Et en fait, du coup, ça fait apparaître ouais. à l'image les gars qui sont en costume vert. Donc c'est Ah oui, marrant parce oui, que oui, tu as oui. une scène super sérieuse, tu vois, dans un Marvel ou un truc, et en fait derrière il met les filtres et d'un coup tu vois des mecs avec des costumes verts qui tiennent des trucs, tu vois. Et voilà. Et en fait le livre de l'Apocalypse c'est ce qu'il fait quoi. C'est exactement ça. Mm, L'idée, c'est de lever le voile sur ce qui se passe vraiment dans le monde. mm, Et en fait, c'est ce que fait Jean dans le livre de l'Apocalypse. C'est ces visions qui sont données, c'est des visions qui révèlent ce qui se passe vraiment et qui nous donnent à voir ce qui normalement est invisible. Alors, petit disclaimer, on n'a pas eu de révélation. Ce manifeste, c'est pas un livre qu'on veut ajouter à la Bible. Rassurez-vous, il s'est pas passé. On était malade, mais pas autant que ça là l'année dernière. On était malade mais on n'est pas devenu de grands malades pour C'est autant. ça. Euh, et donc l'idée, c'est plutôt d'avoir une lecture du monde et aussi peut-être une lecture du combat spirituel euh, qui est peut-être les anciens et les générations précédentes avaient une sensibilité au monde qui était vraiment un monde spirituel. Euh, Nous, on est dans un monde désenchanté, on est dans un monde matérialiste, et souvent les chrétiens, on a perdu justement cette dimension du combat spirituel. Et le premier chapitre, c'est ça, c'est la guerre est déclarée. Le monde est en guerre contre Dieu. Et donc ça, c'est un épisode qu'on va enregistrer la semaine prochaine, enfin qu'on va sortir la semaine prochaine, donc revenez la semaine prochaine pour découvrir ce qu'on veut dire par là. Mais en fait, l'état du monde, c'est ça. Et les chrétiens se trouvent au milieu d'une guerre. Et donc, c'est pour ça qu'on appelle aussi à la résistance culturelle. Et c'est pour ça que on a tout ce vocabulaire, le maquis eschatologique. On a tout ce vocabulaire qui est un vocabulaire guerrier. Euh, c'est pas juste pour créer un narratif ou un storytelling qui soit plus euh, appealing, je sais pas comment on dit, plus intéressant Mm, pour qu'on nous écoute. Non, en fait, c'est la mm, manière dont la Bible décrit la vie chrétienne. C'est un combat. On va le développer la semaine prochaine. Et mm, puis, au milieu de son combat, il y a certaines figures qui résument l'ère du temps et qui résument certains traits. Et notamment dans l'Apocalypse, il y a des figures clés. Et une des figures, c'est Babylone. mm, Babylone, c'est la ville, mais c'est aussi plus que la ville. Babylone est personnifiée. Babylone est l'anti-Jérusalem. mm, Jérusalem, c'est plus qu'une ville, c'est le peuple de Dieu et c'est l'endroit où l'Éternel veut installer sa demeure. mm, Babylone, c'est plus qu'une ville, c'est plus qu'une ville rebelle à Dieu, c'est la ville qui caractérise la rébellion contre Dieu, euh, la ville depuis laquelle Satan siège, et c'est une ville qui est caractérisée par l'idolâtrie, la corruption et le mensonge. Et ça, c'est aussi trois ouais, ouais. sujets, idolâtrie, corruption et mensonge,
qu'on va développer Ouais. euh, et qui nous semble caractéristique de Babylone. Mm. Et finalement, c'est de notre ère que nous parlons, de notre Ouais, ouais. culture aujourd'hui qu'on désigne comme C'est ça. ça. C'est ça. Quelle est l'idolâtrie? Quelle est la corruption? Et quelles sont les idoles, les formes de corruption et les mensonges que véhicule notre société? Et ces trois choses-là, hein, vraiment, le faux Dieu, le mauvais comportement et le mensonge à la place de la vérité, c'est vraiment des choses qui sont fortes. Et peut-être que sur la question de la corruption, ça sera, enfin, c'est quelque chose qui doit nous intéresser beaucoup parce que des fois, on a une vision très tu penses à la corruption, tu penses à la mafia, tu vois, Ouais, en ou Italie. Bakchiche, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Mais c'est beaucoup plus subtil que ça et profond que ça dans le comportement Ouais, humain où la corruption, elle est présente de partout et sous tout plein de formes. Je continue avec le troisième chapitre bien sûr. du manifeste. Le Là, troisième chapitre, on a posé le voilà. décor. Voilà le décor dans lequel on est. Bien sûr, on ne renie pas ce qu'on a déjà développé abondamment dans la vision biblique du monde, l'élément qui est celui de la grâce commune, le fait que voilà, Dieu dans sa miséricorde donne aux hommes limite le péché ne se manifeste pas à son paroxysme dans l'homme et l'homme demeure malgré la chute créé à l'image de Dieu capable de faire des bonnes choses dans la société. Mais là, l'idée, nous, c'est de mettre le projecteur sur, non pas sur l'ensemble des choses, mais vraiment sur ce qui ne va pas, ce qui est problématique pour nous, et ce qui a, comment en fait le mal, euh, dans sa forme la plus large, a un impact sur le peuple de Dieu et veut détourner ou détruire le peuple de Dieu. Et donc, c'est pour ça que on appelle, et c'est le thème du chapitre 3, c'est celui du maquis, où on appelle les chrétiens à s'engager dans la résistance culturelle. Pourquoi la résistance? Ça nous semblait être vraiment la bonne image parce que si on part du fait que, en fait, nous sommes en guerre, c'est une guerre qui nous est déclarée. Nous, on ne veut pas qu'elle soit déclarée, mais voilà, on n'a pas le choix. C'est la guerre, c'est là. Et en fait, qu'est-ce qu'on peut faire dans cette guerre? Et en fait, on est soit on risque de collaborer avec l'ennemi, de se laisser influencer, manipuler, corrompre, de se laisser convaincre par les mensonges. Soit il y a une tentation pour les chrétiens qui est celle de faire une guerre et de vouloir établir, et ça s'est vu dans l'histoire, de vouloir établir le royaume de Dieu sur terre. Mais Jésus a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Et nous sommes appelés à suivre l'agneau, à suivre Jésus dans le monde, à être lumière du monde, à bénir ceux qui nous maudissent. Et ça, en fait, c'est une troisième voie, hein. Il y a soit la collaboration, soit rentrer en guerre. Et il y aurait une autre position encore, troisième, qui serait celle du repli sur soi, euh, du, de rester entre nous et de se couper du monde. Mais là encore, Jésus nous dit que nous sommes dans le monde et que nous avons un rôle à jouer dans ce monde. Et quel est ce rôle-là, si on le regarde sous l'angle de la culture? C'est celui de la résistance. C'est de Hmm. dire, nous vivons en terrain occupé par l'ennemi, mais nous ne devons pas vivre comme l'ennemi nous appelle à vivre. Nous devons résister et apprendre à cultiver une manière de vivre qui soit digne de l'évangile, où on suit Christ et cette résistance-là, eh ben, en fait, elle nous pousse, l'esprit de résistance nous pousse à être actifs dans le monde, à développer intentionnellement une manière de vivre qui vienne en réponse à la corruption et qui nous aide à nous préserver à la fois de l'idolâtrie, de discerner voilà, les idoles qui nous sont véhiculées, enfin qui nous sont proposées, de les rejeter, de rejeter le mode de vie corrompu qu'elles nous proposent, de rejeter aussi les mensonges qu'elle veut nous imposer dans son narratif et de cultiver vraiment une résistance culturelle par notre manière de vivre, où en fait on manifeste clairement une manière de vivre qui est à la gloire de Dieu et qui est globale en fait, qui s'adresse à notre manière de vivre en Église, à notre manière de vivre dans la société, à notre manière de vivre dans la famille, quoi.
comment ça va être des lieux où on va manifester le royaume de Dieu, on résiste, où ici on n'est pas, on ne vit pas selon le monde et selon Babylone, on vit selon le royaume de Dieu. Et le quatrième chapitre qui suit celui-là, et ben, en fait, c'est l'appel au courage. En fait, on doit s'engager à témoigner courageusement de la vérité et dénoncer le mensonge, ou en fait résister dans un monde qui est en guerre contre Dieu, ça va nécessairement demander du courage et on risque de souffrir dans ce monde-là. Donc avant tout, il faut apprendre à développer le courage et à témoigner de l'évangile dans le monde. Et ça, c'est l'objet du quatrième chapitre. De vraiment cultiver un témoignage dans le monde et ça renvoie un peu au rôle prophétique de l'Église dans le monde, d'être ceux qui rappellent la parole de Dieu et qui témoignent de la vérité en vivant en conformité à cette parole de Dieu. Et dans une société qui veut nous anesthésier par le confort, euh, où on craint beaucoup de choses, on craint le rejet, on craint tout ça, le risque pour nous en tant que chrétiens, c'est finalement de manquer de courage, en fait. Manquer de courage Hmm. de témoigner parce qu'on a peur d'être rejeté, d'être critiqué, d'être jugé. Et en fait, c'est une vertu qu'il nous faut développer parce que si on n'est pas courageux, on ne peut pas accomplir la mission qui nous est donnée, qui est celle de résister, d'être lumière dans le monde et de chercher à bénir ceux qui nous maudissent. Donc ça nécessite du courage, quoi. Et le cinquième, tu veux le développer, qui découle de Ouais, celui-là? le cinquième, c'est justement la résistance. Et une résistance qui implique la souffrance. Et donc, le, comme tu l'as dit, hein, on serait tenté de fuir ou on serait tenté de se compromettre. Mais avec courage, Dieu nous incite à témoigner de la vérité, à dénoncer le mensonge et à payer le prix, Mm, et à être prêt à souffrir pour le nom de Christ. mm, Et, et c'est un appel, du coup, à obéir quitte à souffrir, plutôt que vouloir fuir la souffrance et donc désobéir. mm, On, on va bien sûr réfléchir à ce que ça veut dire de souffrir pour le nom de Christ. On va réfléchir à ce que ça recouvre peut-être. mm, Euh, on va développer aussi dans les armes de Satan, qui sont la séduction et la persécution, les formes de souffrance qui découlent de cette résistance. Et aussi peut-être les mensonges ou les pièges qui nous, qui nous encouragent à ne pas souffrir. Et on le voit, hein, peut-être la frustration est l'une des premières choses que l'homme n'a pas su gérer face aux mensonges de Satan. Bref, on va réfléchir ensemble à qu'est-ce que ça veut dire d'être prêt à souffrir pour mm. le nom de Christ et comment s'y préparer. Ouais, ouais. On va réfléchir ensemble à quelles sont les armes aussi que Dieu nous donne dans ce combat, quelles sont les ressources dont il nous a pourvus pour résister et être prêt à souffrir comme il nous le demande. Ouais. Derrière ça, il y a toute la question de la théologie aussi de la souffrance Tout à qui fait. est indispensable et qui nous irrite énormément les oreilles dans une société justement de confort et qui a tendance à nous endormir, à nous envelopper si facilement et devenir un fardeau qui nous empêche de suivre Christ. Donc c'est ça qu'on va développer. Et puis aussi Euh, peut-être parler de ce paradoxe qu'on voit dans le livre de l'Apocalypse, qui est un livre où la victoire est assurée et qui commence avec une vision d'un trône avec Dieu qui règne, Jésus qui est assis, et en même temps qui est paradoxal parce que cette victoire s'est faite au prix du sang de l'agneau mm, et que la victoire des élus se fait aussi au prix de leur vie, euh, et qu'ils payent de leur vie leur témoignage
mm, ces martyrs du livre de mm, l'Apocalypse. mm, mm, Et finalement, réfléchir à ben, ça veut dire quoi en fait de vivre une vie où l'on sait qu'on a la victoire, mais où on est mis à mort. mm. Euh, et qu'est-ce qu'on peut apprendre en fait qu'est-ce qu'on peut apprendre des textes bibliques et peut-être aussi d'autres sources qu'on pourra amener Mm. ici et là. Ouais, ouais. Excellent. Et le dernier chapitre, forcément, c'est si le premier chapitre, c'est la guerre est non, la guerre est déclarée. Le dernier chapitre, c'est la victoire est assurée. Et ça, c'est notre chapitre sur vivre Memento Mori, où c'est l'idée que nous rappeler que nous marchons vers la victoire et que parce que nous avons l'assurance de la victoire de Christ, nous savons que ce n'est pas à nous de changer le monde. On n'est pas dans une perspective post-millénariste où on est convaincu que par notre résistance, nous allons faire advenir son royaume sur terre, mais que nous tenons ferme en attendant son retour, parce que quand lui, il reviendra, eh bien, ça sera la délivrance pour nous. Et du coup, en attendant ça, notre espérance de l'eschatologie nous aide à vivre justement en prenant la fin comme point de départ. Et pourquoi vivre Memento Mori, finalement, c'est synonyme de résister. Et comment notre eschatologie, finalement, nous aide à tenir ferme quand c'est dur, quand ça coûte, quand on est découragé, et nous aide à ne pas sombrer non plus dans une vision pessimiste à cause du monde dans lequel on vit, des crises qu'on traverse, mais de se dire non, non, nous attendons avec joie le retour de Christ et quand il reviendra, eh bien, toutes les souffrances passées seront vite compensées, oubliées et on sera tellement joyeux de son retour et délivré et c'est ce qu'on attend en fait. Donc, C'est ça. ça nous commence à nourrir notre vision, notre Et, assurance. c- et cette résistance, elle est culturelle dans le sens où elle s'inscrit dans notre manière de vivre. Mm, C'est pas une résistance qui est intellectuelle, c'est pas une résistance qui est abstraite, c'est une résistance qui se traduit par notre manière de vivre, mm, par nos vocations, et on va aussi beaucoup développer cette question-là et voir que finalement, la, même en particulier la double vocation primordiale de l'homme, la vocation royale et sacerdotale, sa vocation en tant que roi et prêtre de la création, euh, a beaucoup à nous dire et nous éclaire beaucoup sur c'est quoi le type de résistance auquel on est appelé dans nos familles, dans nos églises et dans la société. Donc on va explorer aussi concrètement, en fait, c'est quoi la résistance culturelle à mm, laquelle on est appelé. mm, mm, Excellent. Voilà, les amis, ça c'est le projet du manifeste. Donc c'est ce qu'on va développer dans les épisodes prochains. C'est là dès la semaine prochaine, on va commencer à développer ça. Donc, si vous voulez nous suivre, encore une fois, pensez à vous inscrire, à vous abonner plutôt à nos podcasts, que ce soit la chaîne YouTube ou quoi. On vous envoie des news aussi en lien avec le Telegram MM. Vous avez tous les liens en description et on se réjouit vraiment de ça. Mais c'est pas tout. On a aussi un projet important euh, nouveau qui va arriver au mois de mai prochain, Matt. C'est notre camp Frères d'armes. C'est un camp frère d'armes, alors, voilà. Je veux dire, la boucle est bouclée. Voilà, la Une boucle est fois qu'on bouclée. a parlé du maquis eschatologique, le camp s'appelle frère d'armes, on comprend mieux. En fait, comme on l'a dit avec cette question aussi de la masculinité, il nous semble qu'un des besoins urgents de l'Église, c'est d'avoir des hommes qui sont des hommes de Dieu, en fait. Mm, Et donc, avec ce camp, on aimerait rassembler des frères qui ont envie de réfléchir à ça euh, entre masculinité masculée et masculinité tyrannique.
réfléchir à la masculinité biblique. Euh, et, et puis réfléchir, c'est difficile en fait de se débarrasser de l'influence du monde quand on réfléchit à la masculinité biblique. Mais là encore, on va reprendre certaines de nos, certaines de nos notions clés, comme les vocations, comme les vertus dont on a parlé. On va pas vous faire tout le programme, mais Non, on peut vous dire que ça va être vraiment excellent. Je pense que c'est le moment de l'année que j'attends avec peut-être le plus d'impatience. c'est ça. Ce Quandom, euh, on, on vous en reparle prochainement. On peut pas vous dire trop de détails pour l'instant, mais dès que les inscriptions sont ouvertes, bien sûr qu'on vous le Voilà. dira. Et on mettra toutes les infos sur la page. Mm. Il n'y aura pas beaucoup de place. On veut pas que ce soit un gros truc. Voilà, on veut faire petit parce qu'on veut vraiment pouvoir avoir des temps de qualité, d'échange, de discussion et s'encourager là. Donc voilà, les places seront limitées. Les dates, c'est du 22 au 25 mai 2024. Donc notez-le bien déjà si vous êtes intéressé, si vous voulez. Voilà, c'est un camp qui est court, hein, c'est pas toute une semaine parce qu'on a tous des responsabilités que nous devons assumer et donc ça sera juste 3 jours intenses où on sera ensemble. Il y a un programme qui est vraiment pas mal. Donc on vous donnera plus d'informations là. Sachez qu'on va pas trop communiquer dessus. On va pas faire des grandes annonces de partout. Nous, on veut parler. On s'adresse avant tout à tous les gens qui nous suivent dans Memento Mori, qui connaissent, qui savent ce qu'on fait. Et donc, on en parle là sur le podcast, on va en parler sur Telegram, mais ça reste, voilà, les maquisards, en général, ils crient pas de partout où ils vont se donner, euh, où ils vont se donner un point de rencontre. On veut rester, voilà, on n'a pas envie de crier sur tous les toits, de devoir gérer plein d'inscriptions, plein de demandes, plein de refus. On s'adresse déjà à la communauté Memento Mori et on va faire ça ensemble. Voilà. Ouais, donc Donc, voilà, si c'est quelque chose qui vous intéresse, ouais. rejoignez-nous sur le Telegram, le lien en Mm, description. On en parlera là-bas. mm. Voilà. Eh bien, Matt, je te souhaite une bonne fin de semaine. Oui, tout Euh, à fait, tout à fait. Tout à fait, voilà, en espérant que tu sois encore en vie d'ici la Oui, semaine mais moi prochaine. aussi, j'espère. Voilà. C'était cool de se retrouver. Et puis, on vous dit à lundi prochain, les amis. Salut Matt. Salut Raph.